C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je retrouve Jean-Hugues Gana. Bonjour Jean-Hugues Gana. Bonjour madame, Et merci de votre accueil, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes fondateur du mouvement Chouan, militant identitaire, chroniqueur sur la matinale Ligne Droite. Et alors, vous avez été condamné. Alors, on va écouter votre propre jugement que vous lisez dans une vidéo publiée sur Twitter. On écoute ça. Alors les amis, j'ai enfin le jugement pour la vidéo devant le Leclerc de Segré. Voilà, jugement correctionnel, une audience publique du tribunal composée de Monsieur Assensi Lionel, Madame Bergovici Géraldine, Madame Tanguy Agnès, assistée de la greffière et en présence bien sûr de l'inénarrable Bouillard, Éric Bouillard. Voilà. Je donne les noms parce que quand on travaille en général dans la vie, si le boulot est bien fait, mal fait, voilà, on doit rendre des comptes. Et en France, les magistrats rendent assez peu de comptes pour l'instant. Voilà. Et donc, en tout, entre les amendes, les remboursements de frais judiciaires, je me retrouve à devoir débourser 4 655 €, dont une partie pour la LDH, une partie pour SOS Racisme. Voilà, chacun a gratté son petit billet. 500 € aussi, moitié des dommages et intérêts par plaignant, par Afghan. Voilà, c'est plus que le SMIC là-bas, je crois. Plus remboursement des frais de justice. Voilà. C'est évidemment un scandale. Je ne me tairai pas. Les juges ont motivé leur décision en disant que c'était une incitation implicite à la haine raciale, ce qui est absolument absurde. Donc, vous l'avez entendu, 3 mois de prison avec sursis pour injure publique, provocation à la haine raciale, plus de 5 000 € d'indemnité, 1 € symbolique pour la Ligue des droits de l'homme, 1 300 € pour SOS Racisme. Je crois qu'il y en a aussi des frais de justice, évidemment. Et puis, il y a aussi 800 € pour chacun des 5 réfugiés afghans filmés. 500 € de dommages et intérêts et 300 € de frais. Alors ça, c'est dingue parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire, je vous rappelle, tout ça, eh bien, c'est à cause d'une vidéo, prise par Jean-Hugues Gana, qu'on va regarder dans quelques secondes. Et c'est cette vidéo, évidemment, qui a été, considérée par la justice comme étant une provocation à la haine raciale. Donc regardons cette vidéo et après, évidemment, Jean-Hugues Gana, je vous donne la parole pour que vous puissiez tout nous expliquer. Salut à tous, vous voyez là je suis dans la ville dans laquelle j'ai grandi, 10 000 habitants je crois, et depuis quelques années maintenant tous les soirs on est comme ça, voilà, à la sortie, on se demande un peu ce qui se passe, mais en gros t'as des réfugiés afghans qui traînent, voilà, toujours au Leclerc en train de t'acheter de la bouffe, à rien branler, bienvenue dans la campagne française. Voilà, bienvenue à la campagne française, alors c'est un message... on va dire, qui sortait du cœur, et donc qui a été fortement condamné, Jean-Hugues Gana. Alors, d'abord, je crois que vous avez fait appel, vous allez nous dire, et ensuite, comment est-ce que vous pouvez revenir justement sur l'ensemble de cette affaire depuis le début ? Bien sûr, j'ai fait appel vendredi dernier au tribunal d'Angers, et cette affaire depuis le début est totalement ubuesque, puisqu'il s'agit d'un propos de comptoir, quasiment comme on en a beaucoup sur les réseaux sociaux, l'expression d'un ras-le-bol qui est assez unanimement partagé, puisque cette vidéo a tout de suite buzzé, a été vue des millions de fois, que c'est celle qui a permis que je me présente par la suite aux élections municipales à Segré, donc, et que j'y fasse 22%, en dépit des persécutions judiciaires et de la campagne médiatique du système. Que s'est-il passé suite à cette vidéo ? Écoutez, je l'ai publiée vers 17-18 heures. Et le lendemain, à midi, j'étais appelé par la police pour être convoqué pour une garde à vue qui allait durer 48 heures. Incroyable. Suite à quoi on voulait au début me faire passer en comparution immédiate, ce qui en fait n'était pas légal donc pour ce type de délit qui est un délit de presse. Donc finalement, en plus, j'ai été relâché. Donc 48 heures de garde à vue pour rien. Je tiens d'ailleurs à préciser que la procédure était tellement inique que l'ensemble des procès-verbaux de cette garde à vue sont annulés par les juges. Voilà, sont considérés comme invalides. Ce qui n'empêche pas les juges de me condamner très lourdement. Le président d'ailleurs du tribunal là qui a statué, j'ai découvert ça par la suite. Il participe à des colloques à Angers, à l'université d'Angers, organisés notamment avec des amis de Soulèvement de la Terre. Vous savez, ce mouvement écologiste qui a failli être dissous, mais qui, lui, contrairement à l'Alvarium, on a été audiencé le même jour au Conseil d'État, qui, lui, finalement, n'a pas été dissous, alors qu'il blesse des flics, etc. Et donc, le président, là, monsieur Lionel Assensi, a fait, dans le cadre comme ça d'un grand raout d'écolo,
une intervention pour dénoncer la répression des militants écologistes. Voilà. Et c'est ce monsieur-là qui, pour le coup, n'a aucun souci à réprimer assez durement, chacun en conviendra, des propos qui étaient à la fois un cri du cœur et en même temps d'une banalité absolue, tant ils ne font que décrire le réel. Mais, alors, oui, j'ai une première question par rapport à... Sur quoi se fondent-ils pour cette condamnation, puisque tout de même, il me semble qu'on était dans un pays de liberté d'expression. Et en plus, sur les réseaux, on sait que la liberté d'expression, tout de même, n'est pas la même que, par exemple, sur un plateau télé, qui est un peu différente. Là, comme vous le dites, c'est un forum à l'origine, un réseau social. Donc, comment ont-ils travaillé cette matière-là? Ça m'intéresse, parce qu'en fait, ça nous concerne tous, cette affaire. Bien sûr. Vous savez, la liberté d'expression en France, déjà, ça date de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront noir ou blanc. C'est d'ailleurs maintenant l'inverse. C'est selon que vous êtes noir ou blanc, les jugements de cour vous rendront puissant ou misérable. Et la liberté d'expression, bien, elle est à géométrie variable. Un rappeur peut appeler à pendre les blancs et être innocenté. Conrad, et puis nous, on peut dénoncer l'immigration et se retrouver condamné. Le jugement est motivé de la sorte. Ils disent qu'en gros, taliban est une expression injurieuse et volontairement injurieuse, et qu'en parlant de cousins de talibans, j'ai bel et bien cherché à insulter ces personnes, et que le fait d'ailleurs que je dise que j'en ai marre est une incitation à la haine, parce qu'en fait on dit j'en ai marre de quoi? De gens qui sont des cousins des talibans, et donc c'est une incitation implicite, c'est ainsi que c'est motivé dans le jugement, ça commence à aller loin, à commettre des violences ou à les détester. Donc attendez, incitation implicite à commettre des violences ou incitation implicite à la haine, parce que vous avez dit j'en ai marre, donc j'en ai marre sous-entend allez tous les attaquer, les tuer, etc., les agresser. Eh bien, en quelque sorte, oui. En quelque sorte. Incroyable. Là, on est vraiment on est plus que Minority Report, là. Ouais, non, mais de toute façon, on peut dire qu'il y a une sorte de soviétisation de la justice française sans être outrancier. Voilà. On est face à des gens qui nous expliquent que nous sommes des nazis, que c'est le retour du nazisme, etc. Ça, c'est outrancier. Mais nous, je crois qu'on peut, étant donné la similarité des moyens et des méthodes, on peut clairement faire un parallèle avec l'URSS. Et puis cette incitation à la haine, je soumets cette réflexion à nos auditeurs, et a quand même quelque chose de très surprenant. Nous sommes dans un monde qui est absolument déchristianisé, il n'y a plus de religion, etc. Voire, on a tout fait pour cela. Et on est sommé d'aimer son prochain, sous peine de prison avec sursis ou d'amende. C'est quand même fou, puisque même dans l'Occident médiéval le plus obscurantiste, avec une religion dont le deuxième commandement est d'aimer son prochain, on n'a jamais condamné les gens lorsqu'ils n'aimaient pas leur prochain. Voilà. Je soumets ce petit paradoxe à nos auditeurs. Oui, évidemment. Encore un élément que je voulais voir avec vous tout de même dans cette affaire, parce que ces Afghans dont vous parlez, je ne sais pas, justement, je vous demande vraiment les informations. Sont-ils ici sur le territoire français de manière légale, ou ont-ils des papiers, ont-ils le droit d'être ici, ou sont-ils arrivés de manière illégale? C'est intéressant toujours, c'est un peu toujours la même affaire qui revient, c'est-à-dire on a l'impression qu'en effet, on s'acharne contre certaines personnes qui travaillent, qui payent leurs impôts et qui sont là, évidemment, de manière légale et qui ont leurs papiers, etc., etc. Et puis ceux qui rentrent illégalement, qui sont finalement indirectement félicités d'être rentrés illégalement sur le territoire. Je ne dis pas que c'est le cas de ces Afghans, je ne sais pas, je ne connais pas leur situation. Mais disons que ce ne serait pas la première fois que ça arriverait. Qu'en est-il? Avez-vous plus d'informations sur ces Afghans qui étaient à côté de vous au moment où vous les filmiez? Alors, non, ils sont là de manière légale, puisqu'ils ont un statut de réfugié. Je ne sais pas dans quelles conditions ils sont arrivés. Peut-être sont-ils arrivés de manière illégale et ont-ils été régularisés comme réfugiés. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont le droit d'être là, voire même plus le droit d'être là que moi, puisque j'ai été interdit pendant 6 mois de me rendre à ce Leclerc, alors qu'eux ont pu continuer à y aller. Oh là là, vous avez été interdit pendant 6 mois d'aller au Leclerc? Oui. Non, mais c'est scandaleux. Eh oui. Mais attendez, quand on voit, pardon, je trouve ça dingue, parce que quand on voit, par exemple, on parle beaucoup d'affaires de pédocriminalité, on va y revenir, que les pédocriminels, les accusés pédocriminels, des petites jeunes filles qui portent plainte pour viol et agression, ont le droit encore, quand ils sortent de prison, de revenir dans le même quartier que la petite fille. Et là, vous dites que vous, pour une vidéo, pour dire j'en ai marre, vous n'avez plus le droit d'aller dans votre Leclerc, c'est dingue.
Ben oui, mais vous savez, le pédocriminel, l'amour l'habite, alors que moi, la haine m'habite. Donc voilà, on n'est pas traité pareillement. Et c'est d'ailleurs, je suis retourné pour la première fois dans le Leclerc, donc depuis des mois, et je suis tombé, mais littéralement, sur, je sais pas, 6 ou 7 Afghans en tenue traditionnelle, ainsi que des nouveaux réfugiés, probablement soudanais ou érythréens, je ne sais pas. Également en train de nous gratifier de leurs sabirs et de leurs tenues exotiques. Et quand je suis arrivé à la caisse, je ne dirais pas quelle caissière, mais quelqu'un m'a dit ça fait plaisir de vous revoir, j'espère que vous allez continuer. Voilà. Ah oui, ne le dites pas, parce que la pauvre, elle aussi, elle va subir les foudres de notre justice. Et je précise une petite fiche qui a été faite par Axel, ici, qui nous dit en 2007, l'INSEE recensait environ 1600 Afghans sur le territoire. En 2024, plus de 100 000 Afghans vivent en France. C'est information Observatoire de l'immigration et des démographies. Parmi eux, il y a 89 adultes qui disposaient d'un titre de séjour en 2024 et plus de 10 000 qui sont encore en procédure OFPRA pour obtenir un titre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de titre. Mais alors, ils ont le droit d'être là, je précise, quand on est en procédure OFPRA. On est un peu dans cette zone grise, on a quand même le droit d'être là puisqu'on est en cours de procédure. Donc, ils sont venus de manière illégale, mais ils sont en cours de procédure. Vous confirmez, hein? Bien sûr, je confirme. Et je soumets ça encore à nos auditeurs. La grande hypocrisie, c'est que toutes les femmes afghanes ont de fait et automatiquement le droit au statut de réfugié, et que pourtant 95% des réfugiés afghans que vous verrez en France sont des hommes de sexe masculin. Oui. Ce qui signifie bien que, contrairement à ce qu'ils essaient de nous faire croire, ils ont peut-être quelques mœurs en commun avec les talibans, puisque je ne comprends pas pourquoi ce sont les hommes qui viennent et qui jouissent du statut de réfugié, alors qu'en théorie, ce serait aux femmes qui sont particulièrement persécutées là-bas d'en bénéficier. Alors, Jean-Luc Gana, encore un élément que je trouve très, très étonnant et inquiétant. C'est ce tweet que vous avez publié le 13 juin. Je propose à tous nos éditeurs qui ont l'image de le regarder. Je vais le lire en même temps. Les flics viennent de m'appeler pour avoir le numéro de ma sœur. Ils voudraient la voir dans le cadre d'une audition libre pour téléphone au volant. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? C'est juste pour savoir si je suis complotiste. Alors, vous avez l'impression qu'on s'acharne contre votre famille. C'est ce que vous entendez, hein, évidemment. Écoutez, j'ai vraiment posé la question naïvement, quoique j'ai une ou deux arrière-pensées, oui. Parce que j'ai été stupéfait en effet d'être appelé samedi matin par la police, par la gendarmerie, qui cherchait à joindre ma sœur pour téléphone au volant. J'ai une sœur qui vit à l'étranger, je lui avais prêté ma voiture et il y a 1 an et demi, elle a pris une amende qu'elle a réglée en plus, Et donc, 1 an et demi après, pour une amende déjà réglée, on cherche à la voir pour une audition libre. Ah non, mais là, c'est particulièrement, oui. Alors, je me suis renseigné. Il s'avère que dans certains départements, le fait de téléphoner au volant est susceptible de retrait de permis. Et donc, je me suis dit, après tout, peut-être cherche-t-il à la voir pour lui signifier son retrait de permis. De fait, dans le département dans lequel ça a eu lieu, ce n'est pas le cas. Et en plus, pour qu'il y ait retrait de permis, si je ne m'abuse, il faut qu'il y ait une autre infraction du type excès de vitesse avec téléphone au volant. Voilà. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, je ne veux pas tirer de conclusion hâtive. Je pose ça là, comme on dit. Mais pourquoi, pourquoi 1 an après, de toute façon? Ah ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous savez, vous pouvez faire une vidéo devant un Leclerc et être convoqué 12 heures après. Et violer quelqu'un, ça met un peu plus de temps. Bon, là, c'est la loterie, hein, c'est la loterie. Il faut pas chercher de logique dans les délais. D'accord. Oui, alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais je pencherais plutôt sur la vision complotiste de cette affaire. Jean-Luc Gana, je trouve ça quand même très étrange qu'au moment où il y a, ces reproches que certains peuvent vous faire d'avoir osé dire que vous en aviez marre de cette vision devant le Leclerc, eh bien, votre sœur qui avait conduit au volant, téléphoné au volant 1 an avant, se voit de nouveau récupérée. Et alors, c'était votre téléphone que vous aviez prêté, donc ça se trouve, c'est votre ligne? Non, c'est ma voiture. Non, c'est votre voiture. C'est ma voiture, voilà. Non, mais tout ceci est évidemment ubuesque. Si ça se trouve, de toute façon, dans tous les cas, c'est inquiétant, puisque soit c'est politique, c'est inquiétant, soit ça ne l'est pas, et c'est presque plus inquiétant. C'est vraiment dire le dysfonctionnement et la perte de temps qu'on impose à nos forces de l'ordre pour des broutilles. Voilà. Oui. Bon, en tous les cas, c'est un peu scandaleux. Affaire, bien sûr, ça c'est sûr, et c'est ce qu'il faut retenir, Jean-Luc Gana, affaire à suivre. On suivra tout ça, donc vous faites appel, donc on verra la suite avec vous si vous le voulez bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir expliqué la nouveauté. On est toujours très rassurés par notre justice, et puis donc on suit cette affaire. Merci encore Jean-Luc Gana, je vous rappelle que vous êtes fondateur du mouvement Chouan, et à très vite désormais aussi chroniqueur sur la matinale Ligne Droite.